Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. La forme ce matin? Ça peut aller. Le bleu, oui. Je caquillais les yeux tout à l'heure pour lire votre fiche. C'est à quoi que je suis devenu totalement aveugle. Vous en faites pas, non, c'est pas ça. Que Dieu vous en ait pas. Absolument. On va démarrer. Laurent Roland Tonekes par ce fait d'actualité. D'ailleurs, on revient là-dessus dans l'actu décalée, puisque plusieurs interprétations sont possibles au regard de cette saisine de la communauté internationale par le président Boni Yayi, actuel président du parti Les Démocrates. Dynamisme Info, on parle aussi ce matin et précise donc que Boni Yayi, c'est vrai, dans eh bien, cette saisine, ou en tout cas dans ce qu'il a pu faire justement comme publication sur les réseaux pour informer l'opinion publique, a été clair sur le sujet. Il n'est candidat à rien. Yayi évite à ses contradicteurs, dit le quotidien, contradicteur politique, donc un AVC. Oui, je répondrai en disant que c'est peut-être qu'il faut être naïf de penser que le candidat Boni Yayi sera candidat, notamment pour la présidentielle de 2026. C'est encore moins, je ne pense pas qu'il voudra être candidat pour législative ou pour la communale de 2026. Ce qu'il faut retenir, c'est que Boni Yayi a voulu prendre le devant de la scène politique, notamment du Parti démocrate, pour en tout cas conduire les militants de cette fonction politique, parce que, ayant vu ce qui s'est passé par le passé, permettez que je le dise de cette manière, c'est qu'il est normal que ce soit lui peut-être, ou bien il est mieux, il serait important que ce soit lui-même qui conduise cette équipe-là, pour éviter les différends internes au sein de la formation politique, lesquels différents ont commencé par faire jour dans une certaine mesure. Alors donc aujourd'hui, Boni Yayi ne peut en aucun cas, par exemple, être candidat à la présidentielle 2026 si entre-temps les députés majoritaires de la mouvance ne modifiaient pas pour permettre à Patrice Talon de faire un troisième mandat. Dès lors que les députés de la mouvance donneront la chance à Patrice Talon d'aller pour un troisième mandat, cela suppose que le boulevard sera ouvert pour Boni Yayi. Donc, ce qui est Patrice Talon qui a été également clair sur le sujet, donc, il est à son second et donc dernier mandat. Ok. Donc, en fait, de toute façon, dans la matière, c'est que Boni Yayi ne saurait être candidat sans un certain boulevard ouvert pour un Patrice Talon. Donc, penser que Boni Yayi veut être chef, et comme beaucoup le chantent, c'est une naïveté extrême, excusez que je le dise comme ça. Donc on estime qu'il a envie de revenir aux affaires. J'insiste là-dessus, c'est une naïveté extrême, parce que Boni Yayi en l'État n'a aucun pouvoir pour être candidat en 2026. Dès lors que le pouvoir, en tout cas les leviers sont dans les mains de la mouvance présidentielle, qui eux, en tout cas, pourront décider que Patrice Talon fasse un troisième mandat, c'est à ce moment que le pouvoir sera ouvert. Quand même si les députés de la mouvance modifiaient et permettaient à Patrice Talon de faire un troisième mandat et corsaient pour empêcher un certain Boni Yayi, c'est là qu'il y aura beaucoup de polémiques, il y aura beaucoup de débats qui seront suscités assez de polémiques. Donc, du coup, c'est impossible. Seulement que, en fait, l'avènement du Boni Yayi à la tête du Parti démocrate continue de donner l'insomnie en griffe à certains acteurs politiques. Et donc, ils voient en cela une volonté de revenir aux affaires, alors qu'en réalité, on a pu voir par le passé, d'ailleurs même, Boniface Soglo n'était plus candidat et pourtant il continuait de dénoncer les attaques. Ce n'est pas parce que Boniface Soglo dénonce les dérives du pouvoir qu'on va penser qu'il veut redevenir président de la République, ce qui est impossible. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est plus aux affaires qu'on ne va plus faire politique. Les gens feraient mieux de comprendre la chose autrement et de comprendre que Boni Yayi, qui est à la tête du Parti démocrate, c'est pour une mission, une ambition en tout cas, c'est pour un objectif précis. Et cet objectif, c'est de faire en sorte que plus de personnes l'écoutent lui, en accordant peut-être leur suffrage au Parti démocrate en 2026. Et ils le savent très bien, parce que ceux qui veulent multiplier Boni Yayi par une équation à zéro inconnu savent très bien, ou peut-être que par naïveté, ils pêchent en sous-estimant Boni Yayi, parce que Boni Yayi, dans la balance, reste et demeure une menace politique. C'est un animal politique difficile à cerner. Là où vous ne l'attendez pas, c'est là où vous le voyez. Et il est prêt à se métamorphoser, à se fondre dans la foule dans une certaine mesure. Et quand quelqu'un comme ça, comme Boni Yayi, se met à la tête d'une formation politique, il vaut mieux aller s'asseoir, trouver les stratégies politiques les plus orthodoxes, je vous en prie,
pour contrer les velléités d'un Boni Yayi. Je ne parle parce que quand on parle de stratégie, les gens pensent qu'il faut aveler avec la force, empêcher les gens, mettre en place un certain nombre de stratégies de fraude, je ne sais quoi d'autre pour empêcher les forces. Il faut que tout se passe dans la transparence. Mais que les gens travaillent leur intellect, réfléchissent sur les stratégies, comment contourner un Boni Yayi, plutôt que de rester là à penser que c'est un non-événement. Ça reste un événement. Ça reste un événement et en tout cas, donc, pour Dynamisme Info, il s'agit pour Thomas Boni Yayi d'éviter à ses contradicteurs politiques un AVC. Moi, je pense que la question, la matière, est-ce que il évite un AVC? Moi, c'est rassurant. Ça mais les gens continuent, ils viendront devant caméra à micro que ça ne veut rien dire, mais ils savent que ils ne donnent pas. C'est vrai qu'en plus, évidemment, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc, oui. on en a déjà vu par le passé, faire des promesses et revenir sur leurs propos. Mais écoutez, qu'est-ce qui dit que même si quand les gens attribuent ça à Boni Yayi, disant qu'il veut peut-être revenir aux affaires, qu'est-ce qui alors peut nous amener alors aussi à croire que Patrice Talon veut partir? Bien sûr. Donc si les gens disent que Boni Yayi veut revenir, voilà, si les gens disent que Boni Yayi veut revenir aux affaires, que c'est pourquoi ça qu'il fait tout ça, alors ça veut dire que le leader qui nous a fait la promesse du parti après ces 2 mandats, on est en droit de douter. En droit de douter encore que ce leader nous a dit qu'en 5 ans, il ferait le job. Il est en train de faire 10 ans. Qui nous avait promis de faire que 5 ans. Voilà, et donc il ne sert à rien de continuer à polémiquer sur ces affaires. Passons à autre chose. Les Béninois ont besoin d'emploi, les jeunes ont besoin d'emploi, les femmes des marchés ont besoin d'un certain nombre de subventions pour mieux vendre. Les familles ont besoin de subventions pour les produits de première nécessité pour vendre. L'électricité, ça coûte cher. L'eau, pas mal de choses. Tout coûte cher aujourd'hui. Passons à ces choses-là. Travaillons sur ces questions-là. Plutôt que de rester là à polémiquer sur les aspects, peut-être l'avènement d'un homme à la tête d'une fonction politique. Le plus important, c'est les Béninois. Et ça restera les Béninois. Parce que seuls les Béninois seront éternels. Tout chef d'État passera un jour. En attendant, on continue de parler politique avec Dynamisme Info, Laurent Roland-Tonneikes, le parti Les Démocrates notamment, animation de la vie politique, les démocrates sur plusieurs fronts pour l'équilibre du débat public. Oui, aujourd'hui, parce qu'on a pu voir, quand on parle de d'équilibre du débat politique, c'est parce qu'à un moment donné, on a pu voir que c'est seulement 2 formations politiques qui se permettaient de faire le débat politique, notamment l'Assemblée nationale, lesquelles formations politiques avaient tous les députés de la 8e législature, et donc qui était, comme l'impression bien qui était la continuité du pouvoir exécutif, malheureusement. Et on a pu voir après l'avènement d'un parti comme FCBE, que je traite, et que moi qui le dis, je l'assume, parti fait valoir malheureusement, parce que ils n'ont pas eu l'étoffe nécessaire pour revendiquer un certain nombre de choses, pour se prononcer sur la question des conditions de vie et de travail des Béninois. Donc, il a fallu les moyens aussi. Non, mais il lui fallu que l'avènement des démocrates pour que Paul Rompé commence par faire l'effort de dénoncer ou bien de lever le ton. C'est vrai qu'actuellement, ils sont en université de vacances avec les jeunes, justement, dans la perspective des joutes électorales de 2026. Et pendant que le coordonnateur des jeunes du parti a démissionné, vous l'avez l'information. Oui, et donc, comprenez que, dans toute formation politique. Comprenez que ça ne va pas. Et je l'ai dit, je crois que, comme je le disais avant 2023, que l'avènement des démocrates ferait disparaître le parti FCBE. J'étais traité de mauvais, mais je crois que c'est arrivé. Maintenant, non, le parti n'a pas disparu. Écoutez, on peut faire le pari. Le discours. On peut faire, non, je ne reverrai pas mon discours parce que le parti existe toujours. Non, mais existe, mais je vous dis, faisons le pari dès maintenant. Le parti existe toujours. Si le parti des démocrates, si le parti, le FCBE arrive à contrôler une mairie en 2026, je leur dirai bravo. D'accord. Je vous dis, et j'insiste là-dessus, et on peut prendre date, s'ils veulent, on peut faire un pari sur un plateau en direct. S'ils ont une mairie en 2026, ça va être vraiment un miracle. Parce qu'en réalité, à un moment donné, ils ont failli quelque part. Ils devaient prendre des marques, à un moment donné, être clairs dans leur combat. Mais on a compris qu'ils sont venus en posture d'opposition modérée. Et d'ailleurs, même la manière dont l'ancien leader a été éjecté, Boni Yayi a été éjecté, des militants n'ont pas pardonné ça. Et donc, les quelques militants qui ont voté, la preuve, excusez, les gens parleront tout le temps de régionalisme, mais malheureusement, il y a des faits qu'on ne peut pas corriger. Écoutez, parti FCB avec Paul Rompé a eu des députés, des élus au nord du Bénin, dans la partie septentrionale.
notre Paul Rompé a eu combien de conseillers au Sud Bénin, en dehors de Abomey Clavé, et lui-même conseiller, candidat dans sa commune où il était maire, Bopa, qu'a-t-il eu? Donc, cela montre clairement que moi, je pense que Paul Rompé ferait mieux de changer de stratégie. Autrement, le parti n'existera que de nom en 2026. Alors, en tout cas, le parti, les démocrates, donc sur plusieurs fronts, hein, pour l'équilibre du débat public, oui, on a... Donc aujourd'hui, les démocrates qui arrivent, ça permet maintenant d'avoir un débat politique, même si on n'est pas encore satisfait de comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. Au moins, le gouvernement est interpellé sur un certain nombre de sujets. Sur les questions essentielles. La semaine passée, il y avait donc la situation de la nomination de Pascal Yamounida à la tête de la NIP. Il y a la question des cantines scolaires. Parce qu'on a tout fait de dire que les cantines scolaires, c'est une bonne chose. Je l'apprécie parce que c'est une bonne chose initiée par le gouvernement en place. Mais quelle est la qualité des nourritures qui sont... Il faut questionner le fonctionnement aussi. Qui sont servies à nos enfants. Comment est-ce que ces cantines scolaires fonctionnent dans une certaine mesure? Quels sont les moyens qui y sont mis? Comment sont gérés ces moyens? Parce que nous avons été habitués à 82 ou 81 députés après les décès, 81 députés qui tout le temps applaudissaient sans pouvoir aller dans le fond pour vérifier comment est-ce que ça se passait. Parce que aucune gouvernance n'est appréciée de cette manière. Quand bien même c'est bon, vous allez faire vos investigations et vous relevez les insuffisances pour amener les dirigeants à améliorer. Mais on a constaté que nous avons eu des députés qui tout le temps applaudissaient sans pouvoir comprendre le fonctionnement, sans pouvoir aller dans la pratique de ces réformes-là, comment est-ce que ça se passait. Et donc, les démocrates pourront aider maintenant le peuple à mieux comprendre certaines choses. On a pu voir les explications du ministre de l'Intérieur, lesquelles ces explications ne tiennent pas la route, malheureusement. Parce que quand on veut rentrer dans l'histoire, aller nous raconter un cours d'histoire de Oufo-Boigny en Côte d'Ivoire pour justifier un fait en 2023 au Bénin, je crois que ça ne tient pas. Il vaut mieux nous donner des arguments en nous montrant que, par exemple en Côte d'Ivoire, que l'état civil est contrôlé par un étranger. En France, aux États-Unis, que l'état civil est contrôlé par quelqu'un qui n'est pas français dans une certaine mesure. On parle des données à caractère personnel. Donc, les arguments qu'on veut servir doivent être des arguments qui tiennent malheureusement. Donc, les démocrates aujourd'hui doivent pouvoir nous faire ce travail. Et je le dis toujours, ce n'est pas en le faisant, en critiquant à tout moment, ce que fait le pouvoir en place, qu'on le veuille ou pas. Patrice Talon a fait des choses qu'il faut apprécier. Je ne suis pas opposant, je ne suis pas mouvancier, je n'appartiens à aucune force politique, en tout cas jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, pour vous dire quoi, quand Patrice Talon fait bien, disons qu'il fait bien, sur des questions essentielles, je souffrais que moi je vous dise que quelque part, les questions d'asphaltage, au moins ça permet une bonne situation dans la ville de Cotonou. Un certain nombre de choses. Les cantines scolaires, par exemple. Les cantines scolaires, oui, même si dans le fond, dans la qualité des repas qu'on sert aux enfants, il faut revoir comment ça se fait. Ça se fait, au moins ça maintient les enfants à l'école. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire la part des choses. L'opposition qui peint tout en noir, nous ne sommes plus à cette époque. Parce que dans le même temps que vous voulez critiquer quelque chose, un travail fait par Patrice Talon rend service à des communautés dans des zones données. Dès lors que vous vous mettez à critiquer, vous vous faites ennemi de ces personnes qui en réalité ont bien envie de rallier votre cause dans une certaine mesure. Donc, il faut faire la part des choses et savoir quoi critiquer, quoi dénoncer pour ne pas verser dans le tout peint en noir. Ne pas tout peindre en noir, justement, nomination d'un Rwandais à la tête de la NIP. Dynamisme Info a également écrit ce matin. Seuls les députés bénis, oui, ont été convaincus par le gouvernement. Vous faisiez allusion à cela aussi dans vos propos. Oui, écoutez, les députés de la mouvance, malheureusement, qu'il souffre que je le dise encore ce matin, n'ont pas les couilles en griffe pour peut-être remettre en cause un certain nombre d'acquis du pouvoir en place, un certain nombre d'actions du pouvoir en place. Mais je leur rappelle ce matin qu'ils sont à l'Assemblée nationale élus du peuple, pas élus de Patrice Talon. Il faut qu'ils enlèvent ça de leur thèse. Député un jour, on peut être député pendant longtemps si on satisfait aux exigences des populations qui vous envoient là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens pensent que relever un certain nombre d'insuffisances... Vous savez que c'est délicat comme posture, puisque, alors, essentiellement, on dira que c'est le peuple qui envoie, mais dans les faits, bien souvent, ce n'est pas le peuple qui envoie. Non. Et vous êtes d'accord avec moi sur la question? En fait, sur la question... À partir de cet instant, ça devient compliqué comme posture pour le député. Et c'est sûr. Je viens sur ça pour vous dire... Oui, vous avez raison de dire ça parce qu'en réalité, actuellement, c'est ce qui se passe. Nous avons parlé de réforme du système partisan.
En réalité, quelle est la pratique de la réforme des partisans qui convainc de ce que oui, quelque chose a changé? Quand des députés ont des bienfaiteurs autres que leur formation politique, ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils font là. C'est en cela que vous avez raison. Pourquoi? Parce que dès lors que c'est la formation politique qui a tout pouvoir, qui peut positionner. Voilà, c'est la formation politique qui vous positionne. Et voilà. La formation, elle mais dès lors que la desiderata d'un X ou d'un Y. Donc c'est lui qui vous positionne en réalité. Dès lors que la formation politique aujourd'hui peut établir une liste et qu'il y a peut-être une voix ou bien un maître suprême qui est aussi envoyé sa liste pour dire voilà ce qu'il faut positionner. Celui-là qui est positionné se sent redevable de celui qui lui a accordé cette chance et en réalité ne peut pas avoir le courage de dénoncer cette chose. Et donc c'est malheureusement ce qui se passe. Seulement que même dans cette condition, il y a la manière parce qu'en fait on peut être redevable vis-à-vis de quelqu'un, vouloir manifester sa reconnaissance, mais en même temps en faisant l'effort de dénoncer ce qui est à dénoncer, sans pouvoir attaquer votre bienfaiteur dans une certaine mesure. Donc, au fond, c'est de mettre sur la table des arguments qui tiennent pour amener votre mentor ou votre leader politique à comprendre que, attention, là où nous allons là, ce n'est pas bien. Autrement, vous avez des gens qui ont difficilement accès à leur village, les voies sont dégradées et sont incapables d'interpeller le pouvoir en place, notamment le ministère des Transports, et parce qu'ils sont élus députés et finalement on leur a donné l'argent du contribuable, ils ont pu louer une maison à Cotonou, et c'est peut-être une fois par mois ou bien tous les 3 mois qu'ils vont une fois dans le village. Ils se foutent pas mal de la condition de vie de leurs citoyens dans leur circonscription électorale. C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire qu'on va à l'Assemblée nationale, on contrôle l'action du gouvernement, on vote des lois, mais en même temps, on interpelle le pouvoir. En contrôlant, on interpelle le pouvoir sur un certain nombre de questions essentielles qui concernent les citoyens. Et en l'état, je pense que les députés de la mouvance présidentielle, quelques-uns ont fini par rentrer dans les rangs vers la fin de la 8e législature en posant des questions, en faisant l'effort de plaire aux populations. Je sais de ce dont je parle de toute façon, ils le savent. Donc là maintenant, il y a d'autres qui feront semblant de poser des questions, mais pour poser des questions pour améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. C'est très important. Vous êtes élu du peuple, pas élu de Patrice Talon. Même si c'est Patrice Talon qui, à un moment donné, a peut-être pesé dans la balance pour que vous soyez positionné, ayez le courage d'aller le voir un soir pour lui dire, Monsieur le Président de la République, souffrez que parfois je pose des questions pour que les choses s'améliorent. Cela va de votre intérêt. Dites-le lui, et je crois qu'il vous comprendra. Parce qu'à cette allure, vous finirez par être surpris en 2026. Sur la question, en tout cas, de la nomination de Pascal Nyamoulinda à la tête de l'ANIP, le quotidien leader du jour écrit ce matin, des députés de la mouvance désavouent l'opposition. Le gouvernement ex-DG Cyril Boubedier félicité. Le nouveau DG Pascal Nyamoulinda a le vent en poupe. Pascal Nyamoulinda doit faire attention. Il doit faire attention parce qu'en réalité, tous les malheurs du peuple béninois en termes de liste électorale et je ne sais quoi lui seront attribués. Parce qu'en son temps, les mêmes Béninois qui l'ont mis là diront que ce n'est pas eux, que c'est Pascal Nyamoulinda. Et à ce moment, on peut-être mettra fin à son travail, il va partir et on va lui attribuer tous les mots, tous les problèmes possibles pour dire que c'est lui. Et donc s'il a aussi la responsabilité, la conscience patriotique notamment pour défendre les couleurs de son pays, le Rwanda au Bénin, pour défendre les valeurs de son pays, le Rwanda au Bénin, il a l'intérêt à faire très attention, notamment dans la conception de la liste électorale et notamment concernant un certain nombre de choses. Parce que, tôt ou tard, là où nous allons, c'est sur un terrain assez glissant, notamment en 2026, et le pouvoir en place trouvera l'argument juste de dire, peut-être que nous avons à un moment donné, dire que nous avons fait une erreur à un moment donné en confiance à un expatrié et que franchement, et que voilà que c'est lui qui a foutu le bordel. Et c'est à lui maintenant de comprendre qu'à tout moment, l'histoire peut retenir son nom et de la plus mauvaise des manières au Bénin. Et s'il veut que demain son nom soit cité en exemple et qu'au plan international, que des Béninois soient même en position de soutenir sa candidature à des postes internationaux, c'est à lui de jouer maintenant, même s'il doit être redevable vis-à-vis de celui qui l'a nommé. On poursuit Laurent Roland-Toniquet avec un tout autre sujet à présent. Beaucoup de quotidiens en parlent ce matin. Dynamisme Info le fait également. Durée au poste de la nouvelle SE de Tukutuna.
un défi pour les autorités communales. Je ne comprends pas comment est-ce que, par exemple, le dossier d'Akpé a été tiré, elle a refusé. Oui, c'est vrai qu'elle est chargée de mission du président de l'Assemblée nationale et donc, dans une certaine mesure, peut-être que la carrière de ce côté l'arrange beaucoup mieux parce que chargée de mission de l'Assemblée nationale, c'est pas les 200 000, c'est pas 300 000, on sait un peu comment ça se passe. Donc, au fond, plutôt que de laisser ça et d'aller peut-être aller à Tokotuna pour subir ce qu'a subi Madame Rundonbo, oui. Je crois que, bon, elle a fait le choix. Hein. Plutôt que d'aller, il vaut mieux rester dans les bureaux climatisés dorés de Porte-Novo et avoir son salaire en tant que chargé de mission. Bon, quelle mission d'ailleurs, on leur confie entre griffes. Et donc, ça, c'est mieux que d'aller subir ce que l'autre a dénoncé. Mais toujours est-il que pour elle, je peux comprendre parce qu'elle travaille déjà quelque part, donc elle est libre. Mais là aussi, je me pose une question. Vous êtes chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi avez-vous déposé votre dossier pour être secrétaire exécutif? Parce qu'on espérait être chargé secrétaire exécutif à Cotonou, où la vie est belle, à Porte-Nouveau, où la vie est belle, à Parakou ou bien à Bois-Clair, où la vie est belle. Je crois que tous ceux qui en réalité démissionnent, ceux qui sont allés au poste, qui ont des problèmes, on peut les comprendre. Mais ceux qui refusent le poste en réalité ne doivent plus être positionnés parce que c'est partout besoin sera. Oui, mais quand on fait référence, Laurent Roland Tonnikès, au fait évoqué, même si jusque-là cela n'a pas encore clairement été établi, aux raisons donc évoquées par celle qui l'a précédé à ce poste pour démissionner, on peut peut-être comprendre qu'elle a fait finalement ce choix. Ahmed Arekpa, celle qui a démissionné a un parent dans l'appareil d'État, notamment dans une des grandes formations politiques de la mouvance présidentielle. Donc, ils ont les leviers en main pour faire des poursuites ou dans une certaine mesure. Celle qui a été nommée également est de la même fonction politique, l'Union progressiste de renouveau. Et quand on les nomme, parce que c'est eux qui sont porteurs de la réforme. En réalité, quand on dit eux, c'est-à-dire que les députés majoritaires de la 8e législature du parti Union progressiste de renouveau libéral, c'est eux qui étaient porteurs de cette réforme, dans une certaine mesure. Et quand on regarde tout ça, et que les gens, malheureusement aujourd'hui, avec ce qu'on constate, on se lève et puis on vous nomme, on vous envoie, et puis vous décidez de démissionner parce que vous ne voulez pas aller travailler là-bas. C'est comme s'il y a des Béninois qui peuvent aller travailler dans des conditions difficiles, il y a d'autres qui vont espérer le meilleur pour eux. Et donc, dès lors que quelqu'un se permet de démissionner, la dame qui a démissionné, je crois qu'il faut faire les poursuites, il faut faire les enquêtes nécessaires pour nous dire ce qui s'est passé. Donc, en l'état, je peux la comprendre parce que quand vous êtes dans un milieu, vous travaillez, que ça ne vous arrange pas. Mais le dossier, d'accord, n'est pas allé sur le terrain. Elle pourrait aller sur le terrain pour aller faire 1 ou 2 jours, semblant, en ne démissionnant pas de son poste de chargé de mission de l'Assemblée nationale, mais en allant là-bas parce que si la loi n'interdit pas de le faire, elle peut aller sur le terrain, peut-être faire 1 semaine, semblant, et pour dire après que non, ça ne l'arrange pas. Mais là, elle refuse carrément de prendre service. Attendez. Non. Il faut qu'on se dise les vérités. Parce que, en fait, tel que ça se passe là, c'est comme s'il y a des gens qui doivent être prêts à aller servir dans des conditions difficiles et d'autres. La preuve, j'ai soulevé ici la question de la dame qui était sur Malanville, je ne sais quoi, qui a démissionné, mais qu'on a nommé tout récemment dans un comité ad hoc. En l'état, j'estime qu'une fois qu'elle démissionne, parce que personne n'avait obligé à déposer son dossier pour être secrétaire exécutif. Et dès lors qu'on vous tire, qu'on vous envoie, même si on vous envoie dans un coin reculé où il n'y a pas d'électricité, vous devez accepter parce que vous avez accepté de déposer le dossier. Et dès que vous le faites et qu'on vous désigne et que vous refusez de prendre le poste, à ce moment-là, ça veut dire que vous n'êtes plus éligible à quelqu'un poste nominatif dans une certaine mesure. Parce que vous avez montré que vous n'êtes pas prêt à servir partout où besoin sera. Et c'est de ça que je parle en réalité. Donc, si les gens continuent à démissionner comme ça et qu'après ils sont confiants de ce qu'on peut les positionner ailleurs, je crois qu'il y a mal donné. Il n'y a pas des Béninois qui doivent accepter d'aller souffrir dans des milieux, dans des conditions difficiles et d'autres qui vont accepter de rester dans le bureau doré de Cotonou, climatisé de Cotonou. Arrêtons ce bordel, ce n'est pas bien. Il serait peut-être temps de nommer Laurent Roland Tonnikès SE. Voilà, non, d'accord, je n'ai pas déposé le dossier. Ne répondez pas à toutes mes attaques, s'il vous plaît, on ne s'en sortira pas. Le Béninois libéré pour poursuivre Laurent Roland Tonnikès
Arabie Saoudite, Bénin, sortie fructueuse pour Talon. Wadaïn donne le sourire à Parakou et Djougou. On parle notamment d'une moisson de 36 milliards de francs CFA, si je ne m'abuse. Oui, je crois que l'Arabie Saoudite est en train de faire son jeu pour pouvoir se positionner en Afrique. L'Arabie Saoudite qui veut se positionner comme un recours pour les pays africains. Malheureusement, je crois que ces sommets qui sont organisés, on parle de sommets France-Afrique, on parle de Russie-Afrique, on parle de Chine-Afrique, Inde-Afrique, tout ça là. Et aucun de ces sommets n'est organisé en Afrique. Premier constat. Et deuxième chose, c'est que quand vous regardez un peu la situation, c'est que ces sommets sont organisés par ces puissances pour prendre l'Afrique comme un bouclier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ou bien un élément de négociation dans la balance, à un moment donné, chacun devait contrôler l'Afrique, avoir son moyen d'Afrique. On a pu voir le ministre des Finances de l'Arabie Saoudite a annoncé 533 milliards de financements qui seront en tout cas effectués en Afrique bientôt. Et ils ont passé de 115 milliards de dollars à maintenant bientôt 533 milliards de dollars. Donc c'est une situation qui doit interpeller les Africains. Je crois que ces sommets qui sont organisés où les gens donnent chaque fois de l'argent en Afrique, c'est une manière de cacher les imperfections, les incapacités de nos chefs d'État africains. Parce qu'on ne peut pas avoir... C'est-à-dire? Oui, nous avons les ressources, nous avons tout. On n'a pas les moyens. Attends, comment vous dites que nous n'avons pas de moyens? On n'a pas l'argent. On a peut-être les matières premières, mais on n'a pas l'argent. Qui vient acheter les matières premières? Parce que quand l'Arabie Saoudite se positionne comme ça, n'oubliez pas que c'est pour contrer les velléités de l'Iran et du Qatar, en Afrique notamment par le djihadisme et le terrorisme, dans certaines mesures, en finançant beaucoup plus les écoles coraniques. Mais regardez un peu le schéma. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite organise ce sommet, et puis les putschistes sont invités. N'oubliez pas qu'à la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le Niger avait été refoulé. Et donc là maintenant, les putschistes sont invités dans certaines mesures. Et d'ailleurs, même j'ai pu voir, et voilà, c'est ce qu'on disait. Ouattara serrait la main au Premier ministre nigérien en souriant, tout souriant. Pareil pour Bola Tinubu et pareil pour Embalo Sissoko. J'ai dit, mais où est mon président de la République du Bénin? A-t-il aussi serré la main au Premier ministre nigérien? Pour vous dire quoi? Quand les intérêts entrent en jeu, les mots d'ordre changent. Malheureusement. Et c'est ceux qui veulent être du qui subissent malheureusement les revers. Alors, quand vous regardez tout ça, le Niger, le Mali, c'est des pays assez stratégiques qui ont d'énormes ressources. Et donc, chaque puissance qui fait un sommet avec l'Afrique essaie de se rapprocher de ces pays-là pour pouvoir profiter de leur richesse du sol parce qu'eux-mêmes veulent mettre en place des industries en place, contrôler un certain nombre de choses. Donc, dans le fonctionnement, je crois que les pays africains doivent se poser mille et une questions. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour ne plus dépendre totalement de ces personnes-là qui viennent en réalité en secouriste pour nous, alors qu'en réalité, au fond, c'est autre chose qu'ils recherchent. Donc, quand on dit que l'Arabie Saoudite donne de l'argent au Bénin, d'accord, oui, c'est une bonne chose. Ce qu'on donne, parce qu'on a dit à l'avènement de ce pouvoir que oui, le Bénin comptera sur ses propres forces. Où en sommes-nous avec ce mot d'ordre lancé en 2016 ou 2017? Non, mais on y est. Écoutez, on y est. Après, c'est qu'on ne peut pas compter que sur nos propres forces. De toute façon, on n'y arrivera jamais. De toute façon, faisons très attention dans ces collaborations parce que ces personnes qui viennent, elles viennent, avec de bonnes intentions, de bonnes intentions de surface. Mais en profondeur, est-ce que réellement est-ce que c'est pas une manière, c'est clairement ça, une manière pour l'Arabie Saoudite de se repositionner évidemment dans la balance des négociations au plan mondial avec les grandes puissances pour que sa voix soit écoutée. Et donc, ça va être encore plus un sommet, je dirais un sommet de plus, au finish, pour profiter de l'Afrique, pour profiter du soutien des pays africains, comme chaque pays recherche. En tout cas, en attendant, on parle de plus de 36 milliards de francs CFA obtenus par le Bénin pour la construction de lycées techniques et professionnels. Laurent Roland Tononiquès, autre fait d'actualité évoqué par le Béninois libéré ce matin. C'est en rapport avec la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. Infomatin, on parle aussi clap de fin à Grand Popo, l'Obsud tient de Paris. Et donc, le Béninois libéré parle de Paris gagné pour Donald Alexis Akapo.
Bon, je crois que cette équipe à la tête de l'OPSU fait un travail remarquable parce que les Jeux universitaires, la 10e édition cette année, je crois que ça a été bien organisé. Et on a pu voir les différents résultats issus de cette compétition. On a pu voir aussi ce qui se fait au niveau du championnat scolaire. Donc, on ne peut que le dire, décerner un satisfait à cette équipe et vivement que les prochains mois, les prochaines années, que cette équipe continue toujours à faire les choses normalement, comme cela se doit, c'est ce qu'on veut. Parce qu'en réalité, ceux qui sont là depuis 1960 ou 90 ne veulent pas partir parce qu'ils estiment que la jeunesse n'est pas prête. Mais voilà une équipe de jeunes qui est prête, qui fait un travail remarquable. Donald Akapo n'est pas un vieux, c'est un jeune de la quarantaine. Judika Ayadoko, notre ex-confrère, qui est son adjoint, est un jeune. Quand vous allez au niveau de l'OPSU, certainement vous voyez des jeunes. Donc, cette équipe de jeunes fait un travail. Cela suppose que oui, si on continue à faire confiance aux jeunes, les jeunes peuvent faire beaucoup de choses. C'est vrai que l'une des choses sur lesquelles il faut féliciter Patrice Talon, c'est que beaucoup de jeunes ont été promus, notamment dans son gouvernement. Vous allez voir le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, la ministre de l'économie numérique, de la digitalisation, et vous allez voir, comment vous appelez l'ancien ministre des Sports. L'ancien ministre des Sports. Et vous allez voir aussi Samo Seydou à Dambi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été promus, qui font un travail, quoique même si on a des choses à reprocher à certains, pas mieux, c'est que c'est quand même des jeunes à qui on a fait confiance, qui font un travail. Donc, que d'autres jeunes qui sont promis à des postes de responsabilité mettent l'accent sur le travail bien fait, la qualité du travail bien fait, et que que cela parle en leur nom, plutôt que de rester là, aller passer de plateau en plateau, qu'on a pu voir le passé. Et d'ailleurs, même d'autres continuent de le faire, de passer de plateau en plateau, pour chanter les louanges de Patrice Talon, comme s'il était éternel. Il passera un jour. Et donc, c'est votre travail qui parlera en votre faveur un jour. Récolte de coton 2023-2024, Nord-Sud quotidien, prévision morose. Bon, on attend de voir parce que chaque fois on a des prévisions qui sont annoncées par le ministre de l'Agriculture qui dit, bon, voilà, on aura, comment vous appelez, 800 000 tonnes ou 700 000 tonnes. Cette fois-ci, la campagne a été lancée, mais on n'a eu aucun chiffre, donc j'attends de voir. Bon, peut-être que les chiffres ont été avancés, peut-être que les médias n'en ont pas parlé. Mais ce que je peux dire, c'est que la situation qui a prévalu au niveau du secteur agricole l'année passée, notamment pour le coton, le soja et autres, n'a pas encouragé beaucoup plus les producteurs dans une certaine mesure, lesquels à un moment donné étaient découragés, totalement découragés. Et donc, quand on regarde tout ça, ce qui était à craindre, c'était que les gens refusent de faire du coton, de produire aussi dans assez de comment vous appelez, de soja cette année, parce qu'il y a un certain nombre de choses que les producteurs n'ont pas appréciées. Et donc, si on se rend compte que cette année, les prévisions sont moroses et que peut-être on n'arrive pas à atteindre la barre de ce qu'on n'atteignait pas le passé, n'oubliez pas que les différents scores qu'on a pu avoir jusqu'en 2022-2023 ont permis de hisser le Bénin en pole position dans la production cotonnière en Afrique de l'Ouest. Et donc, quand c'est comme ça et que vous félicitez de ce que nous avons une production record qui met le Bénin en pole position, il faut en retour bien traiter les paysans. Et c'est ce qui manque parfois. Et c'est en cela que le pouvoir en place pêche parfois et les producteurs sont parfois déçus. Donc je pense que si cette année on n'a pas une production record et qu'on voit que ça ne va pas, autant mieux retourner à la base, aller voir les producteurs, discuter avec eux. C'est les seules personnes qui peuvent aider le pouvoir en place. Même si on met la machine pour produire, c'est que tant que les producteurs même ne vont pas s'y mêler, ça ne marchera pas. Donc c'est ce que je pense de la situation. On nous a installé une usine à Glojibé maintenant pour transformer le coton béninois. C'est une bonne chose. J'ai pu surprendre, je crois que je l'ai déjà dit une fois, l'un des députés de la 8e législature qui était à Singapour et qui, en fait, avait rencontré des opérateurs économiques qui se plaignaient de ce que, Thaïlandais je crois, ou autres, qui se plaignaient de ce qu'ils n'ont plus le coton béninois sur le marché pour transformer. Et ils demandaient à ce député, une fois rentré, de supplier le chef de l'État pour que le coton, une partie du coton béninois leur soit envoyée parce qu'ils en ont besoin. Et à lui de leur répondre, mais le président décide de transformer sur place. Désormais, c'est transformé sur place. Bon, là aussi, est-ce que tout le coton béninois est transformé sur place? C'est l'objectif, en Question. tout cas.
Donc, au fond, déjà, le coton béninois, ne serait-ce que une partie est transformée sur place, on a pu voir, je crois que vous et moi, on doit pouvoir faire l'effort un de ces jours d'aller acheter le t-shirt Made in Benin. Pourquoi pas ne pas l'acheter pour le porter le jeudi prochain sur ce plateau pour encourager les Béninois à les consommer, le Made in Benin, parce que je suis formé là-dessus. Nous avons tellement de choses au Bénin que nous produisons, mais les Béninois hésitent à consommer cela. Ce t-shirt, en réalité, normalement, tout Béninois qui porte un t-shirt doit pouvoir avoir au moins un des t-shirts dans sa garde-robe, qu'on soit opposant ou boursier. Parce que là, quand on parle, les gens pensent que, bon, oui, quand on le fait, c'est pour mettre. Non, c'est en l'achetant, vous créez de l'emploi dans votre pays. Et donc, que vous soyez opposant, faites un tour dans les supermarchés, allez acheter le t-shirt Bénin pour encourager les gens. Et en ce moment, vous aurez aussi le droit à la parole en disant le coton béninois, payez bien les producteurs. Mais si vous n'achetez pas, vous ne consommez pas, comment est-ce que vous voulez défendre les autres? Ceux-ci ont aussi besoin d'encouragement et pas que. Avec Fraternité, on peut lire ce matin, Laurent, sorti des syndicats, des enseignements à la Bourse du Travail, les enseignants dénoncent les conditions exécrables des AME. Oui, les conditions des AME, on en parle, on en parlera toujours. C'est des gens qui, à un moment donné, qu'on a sollicité à un moment donné pour régler un problème de manque de personnel enseignant. Il faut un travail énorme, mais ils ne sont pas traités comme cela se doit. Et ça, c'est assez triste pour notre pays. Pendant que des gens sont vachement payés, vivent dans une opulence insolente, d'autres qui font le sacrifice sous le soleil et sous la pluie, qui doivent parcourir des kilomètres sur des voies dégradées, ne sont pas très bien payés. Et pourtant, leurs parents ont investi dans leur éducation. Et vous imaginez que vous avez un enfant de 25 ans, 26 ans à la maison, qui a le diplôme, et qu'on appelle pour dire... D'abord, le titre, moi je pense qu'il faut commencer par mettre fin à cette affaire. Le titre AME est dégradant pour le système éducatif béninois. AME, aspirant au métier d'enseignant. Mais écoutez, les gars, il y a fait 1 an, 2 ans, et vous continuez de les appeler AME. Est-ce qu'ils sont encore aspirants? Ils ont déjà montré les preuves. Ils n'ont pas encore le statut. Non, écoutez, arrêtez ça. On parle d'aspirants quand quelqu'un veut... Attendez. Sur le plan juridique, ils n'ont pas encore le statut. Dès lors que les gars, en tout cas, ils ont déjà fait 1 an, 2 ans. Oui. On dit aspirant, ça veut dire qu'à un moment donné, vous aspirez à être enseignant. Oui. D'accord? Vous avez postulé, on vous a recruté. Vous avez fait l'expérience 1 an, 2 ans. Oui. Ça veut dire que quoi? Et l'expérience que vous avez faite là, c'est que dans des classes, ces aspirants ont formé des enfants qui ont donné de meilleurs résultats aux examens. D'accord? Cela suppose que tout au moins déjà... Jusque-là, vous avez raison. Bon, on ne peut plus continuer... Jusque-là, vous avez raison. Sauf que quoi? Vous faites l'analyse sur le plan sémantique. Mais sur le plan juridique, c'est tout autre chose, Laurent Roland. Non, mais ils n'ont pas encore le statut. Ils n'ont pas encore le statut d'agent de l'État. Qui peut donner le pouvoir pour que le statut juridique change? C'est qui? C'est le pouvoir en place. Et cela a beaucoup d'implications. Cela vient avec beaucoup d'implications. Ce que je dis, ça n'engage que moi ce matin. Je le dis et j'insiste là-dessus. Ce titre de AME est dégradant pour le système éducatif béninois. Dès lors que les gars ont fait 1 an, 2 ans, évitez de les appeler aspirants. Ils ont déjà montré leurs preuves avec de bons résultats dans le système éducatif. Changez leur statut. C'est des Béninois comme vous. Et quand vous mettez en place de telles stratégies, n'oubliez pas que vos petits-enfants, même si vos enfants, vous êtes mieux placés aujourd'hui que vos enfants ne peuvent pas faire ça, n'oubliez pas qu'un jour, vos petits-enfants peuvent passer par là. Et là, dans votre vieillesse, vous serez là à souffrir pour dire qu'il faut changer. Alors qu'en votre temps, vous n'avez pas changé. Donc, c'est pourquoi je l'ai dit ce matin, changez les choses. C'est dégradant. Arrêtez maintenant avec ça. Confirmez les gars. Donnez-leur le titre d'enseignant plutôt que de continuer à les appeler aspirants. Des aspirants, c'est les gens qui veulent faire quelque chose qu'on intègre dans le système, mais après un moment donné, ils ne sont plus aspirants. C'est les professionnels. Arrêtez ça. On va finir, Laurent, par ce drame. Toute la presse en parle ce matin. Commune de Sémé, Bodji, une opération douanière tourne au drame avec paix, avec une femme tuée. Encore une autre erreur, paix à l'âme de la dame disparue. Je crois que les enquêtes sont en cours puisque d'aucuns dit que c'est les personnes qui transportaient les produits voilà, il paraît que c'est eux qui ont commencé à tirer. Et d'autres témoins sur le terrain ont dit que c'est le douanier, la balle du douanier qui a atteint la dame. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités, pour voir
quelle balle a tué la dame et quelle arme a été utilisée. Donc, si c'est la balle du douanier, je crois que chacun répondra là-bas. De toute façon, c'est risqué parce que la dame maintenant est devant son portail. Et cela suppose qu'en réalité, nous sommes un peu en danger parce que être devant son portail. Nous sommes plus en sécurité, voulez-vous dire? Bon, nous ne sommes plus en sécurité, je veux dire. Donc, écoutez, être son portail et puis c'est une balle perdue que vous prenez. Si c'est l'âme des bandits qui a tué la dame, je comprendrais. Mais s'il arrivait que c'est l'âme du douanier, il y a une question de maîtrise, de maniement de l'âme pour ne pas faire commettre des bavures. Malheureusement, la dame est décédée, paix à son âme, condoléances à sa famille, et faisons en sorte, prions que des choses nous soient épargnées de telles choses, parce que quand ça arrive comme ça, c'est assez triste, assez touchant pour des familles. Merci à vous, Laurent C'est moi. Roland Tonné-Nicaise.